Je voudrais d'abord saluer votre travail, un travail difficile que vous faites depuis trop d'années, vous l'avez dit. Le fait que vous soyez là depuis 75 ans, c'est un signe d'échec quelque part de toute la communauté internationale. Vous faites un travail difficile parce qu'on a l'impression que plus on s'éloigne d'une solution politique, plus on vous met des bâtons dans les roues. Or, en sabotant une solution politique, on devrait rendre en réalité votre travail encore plus indispensable. Et pourtant, on fait le contraire. On vous affaiblit en permanence. Donc, bravo et soyez assurés, au nom de mon groupe en tout cas, de tout le soutien qu'on peut vous apporter. J'ai quelques questions assez précises à vous poser. La première est la suivante. On sait que le processus d'Oslo a reposé, en tout cas du côté palestinien, sur trois grands piliers. C'était les colonisations, enfin les colonies, Jérusalem et le droit au retour des réfugiés. Et vous qui vivez au plus près de ces réfugiés, je voudrais vous demander, après quand même maintenant plusieurs générations de Palestiniens qui n'ont jamais connu leur terre d'origine et qui sont nés au Liban, qui sont nés en Syrie, qui sont nés en Jordanie, comment vit cette revendication politique du droit au retour? Est-ce qu'elle est toujours mobilisatrice du côté palestinien? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui compte, qui est important, qui est prioritaire même, alors que, encore une fois, pour beaucoup, ils n'ont connu que le Liban, que la Jordanie. La Jordanie, je crois, c'est combien? 60-70% de Palestiniens en Jordanie. Ils n'ont connu que ces pays-là. Et donc, en tant que revendication politique, quelle est l'importance qu'on peut encore donner à ce qu'on appelle le droit au retour? Vous avez parlé des difficultés de financement. On sait que Donald Trump avait divisé, je pense, en deux le financement américain. Est-ce que depuis la présidence de Joe Biden, ce financement a été rétabli? J'ai bien compris qu'il n'était pas indexé d'une certaine manière, qu'il était plafonné, mais est-ce que au moins les États-Unis sont revenus à la situation antérieure à Donald Trump? Et est-ce que, en tant qu'agence des Nations Unies, vous êtes la seule à connaître ce système de plafond? Est-ce que vous êtes la seule agence à ne pas voir vos moyens évoluer ou indexer? Ce qui serait problématique, parce à plusieurs titres, ce serait problématique à plusieurs titres, parce qu'en réalité, le travail que vous faites, ou en faisant votre travail, vous vous substituez aussi à ce que la puissance occupante, selon le droit international, est censée faire. Et donc, d'une certaine manière, vous libérez aussi Israël de ses obligations. Donc c'est très pervers comme situation. Ce problème structurel de financement est très pervers parce que vous faites le travail qu'Israël devrait faire et en plus de ça, on ne vous donne pas les moyens pour le faire. Donc voilà, il y a toute une série de problèmes qui se superposent et qui, à mon avis, créent une situation assez grave. Alors, je voudrais savoir aussi quelle est l'évolution ou quelle analyse vous faites de l'évolution de vos relations avec les autorités israéliennes, particulièrement depuis ces derniers mois. Il y a eu cette polémique il y a 3-4 ans ou 4-5 ans sur les manuels scolaires. Est-ce que, selon vous, la polémique est éteinte ou bien est-ce qu'elle renaît régulièrement? Et est-ce qu'elle relève, selon vous, d'une stratégie de décrédibilisation ou bien est-ce qu'en effet, vous aviez constaté des problèmes objectifs? Une question peut-être plus technique. J'ai jamais bien compris comment le travail de l'UNRWA s'articulait avec celui du HCR. Sachant par exemple qu'au Liban, il y a des réfugiés syriens qui relèvent du HCR et puis il y a des réfugiés palestiniens qui relèvent de l'UNRWA. Et puis il y a les Libanais, eux, qui pour le moment n'ont plus rien.
Comment ça s'articule en fait? Est-ce que les Palestiniens peuvent être aussi pris en charge par le HCR, ou bien c'est exclusivement, à partir du moment où ils sont palestiniens, est-ce que c'est exclusivement votre travail à vous? Alors, votre évolution aussi, votre analyse aussi sur la situation politique qui évolue et qui évolue mal, qui se dégrade. Comment est-ce que vous appréhendez l'évolution de cette situation politique? Quelle analyse est-ce que vous en faites, et surtout, quels sont les nouveaux défis qu'elle impose à votre agence? Comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre agence dans le contexte qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, qui n'a jamais été aussi grave? Le collègue De Vriend vous a interrogé sur il vous a demandé si vous considériez qu'il y avait en effet une annexion de fait. Je voulais vous poser la même question, elle me paraît importante. Quelle est votre analyse de terrain? Annexion de fait, oui ou non? Et puis, il y a ces études qu'ont sorties de nombreuses ONG, toutes plus respectables les unes que les autres. Ce ne sont pas des ONG d'obscurs gauchistes militants. Ce sont des ONG internationales et reconnues partout où elles sont, mais qui décrivent la situation sur le terrain comme une situation d'apartheid. Est-ce que c'est un constat que vous partagez vous aussi? Est-ce que vous avez l'impression, en effet, que selon la personne qui est face à vous, il y a deux régimes de loi, deux régimes de règles différents? Et donc, de ce point de vue-là, je ne vous demande pas spécialement votre opinion, mais votre retour de terrain, concret et objectif. Voilà, je vais en rester là. Je vais m'arrêter ici en vous remerciant à nouveau pour votre présence, en vous réitérant notre soutien et en vous félicitant pour votre travail. 3 points qui me tenaient particulièrement à cœur et auxquels vous n'avez pas vraiment répondu, je pense, sauf si j'ai été inattentif à un moment donné. Vous avez dit quelque chose d'important, la colonisation, c'est l'annexion. Donc la réponse sur ce point-là était très claire. Sur la question de l'apartheid, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi? Et une réponse aussi claire que sur le point de l'annexion serait appréciée. Alors, peut-être un peu plus secondaire, mais l'articulation avec le HCR, voilà, ça m'intéresse. Même si c'est moins politique. Et puis alors, ça c'est vraiment quelque chose d'important, la revendication du droit au retour. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui continue à vivre dans les camps de réfugiés et à mobiliser le mouvement national palestinien?